monde, alors je vais aujourd'hui faire une vidéo sur un jeu que j'ai pas abordé encore, pourtant c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le jeu Dungeon Command, donc on est encore dans de la gamme Donjons Dragons. Hein. Bah oui, hein, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, hein, dès l'âge de 10 ans, donc j'y suis encore. Et voilà, je voulais revenir sur ce jeu-là en particulier parce que c'est un de mes coups de cœur, malgré tout, sur un ensemble d'années. On va dire que c'est encore une référence pour moi. Et c'est un jeu qui, je trouve, moi, est méconnu et gagne à être connu, en fait. Et c'est dommage parce que Wizards of the Coast, qui donc a racheté Donjons Dragons, et donc a commencé à faire quelques jeux dans cette gamme-là, avait commencé à éditer ce jeu, et puis au bout de quelques boîtes, ils ont arrêté. Il y a eu un gros moment où, de toute façon, ils ont arrêté de faire des jeux de plateau, et bon, ils y sont revenus depuis là, mais c'est dommage parce que ce jeu-là était vraiment sympa. Il est sorti en parallèle avec les jeux Castle Ravenloft et Wrath of Ashardalon et Legend of Drizzt. Je pense que c'est à l'époque de Legend of Drizzt, parce qu'une des premières boîtes qui est sortie, c'est une boîte à propos des elfes noirs. Bon alors, de quoi il retourne déjà, peut-être c'est aussi simple. C'est un jeu d'escarmouche qui se joue de 1 à 4 joueurs, soit en free for all, soit éventuellement par équipe. Et un joueur prend le contrôle d'une faction. Donc les boîtes qu'on pouvait acheter, ce sont des boîtes de faction. Alors là, j'ai 4 exemples de livrets. J'ai les 5 boîtes hein, qui sont sorties. Hein, mais, il y avait d'abord le premier qui est sorti, ce sont les héros. Les héros, on va dire les héros du bien. C'était Machin of Cormyr, je sais plus ce que c'est, Heroes of Cormyr peut-être. Voilà, qui est sorti quasiment en parallèle avec cette boîte-là, la boîte des elfes noirs, qui s'appelait donc blablabla, je ne sais plus. J'ai pas les titres là, du coup. Comment elle s'appelle celle-là? Bon, ça va peut-être me revenir. Les titres vont peut-être me revenir. Je pense que j'ai cliqué sur les boîtes. Bon, je sais pas toutes les boîtes, hein, parce que du coup, c'était des boîtes assez fragiles. Vous pouvez voir un peu l'état des boîtes. Et donc, et pour gagner de la place dans mes étagères et tout ça, j'en ai bazardé. Et en fait, l'ensemble des 5 boîtes tient maintenant dans 2 boîtes. Donc j'ai gardé 2 boîtes. J'ai gardé celle des orques. C'est la dernière à être sortie, ça, Blood of Grumsh. Et j'ai la boîte des morts vivants qui est juste là. Et c'était Curse of Andes. Voilà, donc je reviens sur la chronologie. D'abord la boîte des humains, la boîte des elfes noirs est sortie après. Après, ça a été les morts vivants et les goblinoïdes. Et ça s'est terminé avec les orques. Alors, ils avaient une paltanquée de figurines disponibles en fait pour faire ces boîtes-là, parce que ces figurines sont les mêmes qui sont utilisées dans le jeu de figurines Donjons Dragons qui était de cette époque-là, et qu'ils avaient déjà commencé à recycler dans les jeux, les Dungeon Crawlers, là, Ravenloft, tout ça. C'était déjà des figurines qui existaient, ce qui fait qu'on peut trouver relativement facilement des versions pré-peintes des figurines. Moi, ça m'est arrivé d'en acheter pas mal hein, sur les jeux dans Ravenloft, etc. Et l'avantage, si on n'est pas trop regardant sur les peintures, hein, parce que c'est quand même c'est que des peintures qui ont été faites par des petits Chinois, hein, hein, faut pas chercher beaucoup de qualité, là ça a été fait à la chaîne. Mais bon voilà, ces boîtes-là étaient pré-peintes, ce qui n'est pas le cas des Ravenloft, Ashardalon, etc. Donc des figurines, euh, beaucoup de sources de figurines pour eux, hein, parce qu'il y en avait un paquet qui sont sortis avant. Il y a combien de séries? Je sais plus, il y avait une dizaine de séries de figurines, c'est des centaines et des centaines différentes. Ils en ont sélectionné quelques-unes pour faire des clans, des équipes. Mais bon, ce que je voulais dire par là, c'est que ils auraient très bien pu continuer à sortir d'autres boîtes pour créer d'autres clans et avoir d'autres cartes supplémentaires. Enfin voilà, bref, développer le jeu.
Alors pourquoi ça s'est arrêté, je ne sais pas trop. Mais bon. Donc, on incarne un clan, et dans chaque boîte, pour chaque clan, on a 12 figurines différentes. Là, elles ne sont pas forcément toutes là, hein, si vous amusez à les compter, parce que je pense que je m'en sers de certaines, notamment dans les Ravenloft, etc. Mais bon, je les ai apportées de main. Il y avait donc 12 figurines, donc 12 créatures, et une trentaine de cartes de pouvoir, je crois. Donc en fait, il y a deux decks. Hop, là, je prends le deck des héros humains, par exemple. Donc il y a 1, 2, 3, 4, tiens, c'est mélangé. 4, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 cartes qui correspondent aux 12 figurines. Et le reste des cartes, je pense que c'est une trentaine de mémoire, ce sont les cartes de pouvoir qu'on va utiliser, qui vont justement permettre d'apporter de la diversité au niveau de la stratégie, des tactiques, et c'est très très bien fait. Je vais essayer de venir un peu dans le détail de tout ça, évidemment. Mais en gros, le principe, c'est que quand on choisit une faction, on incarne, nous, un chef de faction. Alors, chaque boîte venait avec deux leaders. Les leaders ne sont pas représentés en termes de figurines, elles ont juste une fiche comme ça, avec des capacités particulières. Donc, il y avait deux variantes. On peut, par exemple, là, ça, c'est les héros gobelins, je crois. Donc, il y avait deux types de héros qui propose deux façons de jouer sa faction. Voilà. Et il y en a deux pour chacune des 5 boîtes. Donc il y a 10 fiches d'avatar, deux par boîte, et donc les figurines et les cartes. Vient aussi des tokens, hein, pour marquer les points de vie, pour mettre des coffres, des choses comme ça. Et après, tout un système de tuiles. Hop là. Tuiles colorées, donc qui sont en fait un mélange, enfin elles sont plus de la famille des tuiles qui sont, je ne sais pas si elles sont encore vendues d'ailleurs, qui sont vendues pour faire du jeu de rôle. Ils ont vendu tout un paquet d'environnements de cartes, pas de cartes mais de tuiles comme ça, pour compléter les jeux de rôle, en fait, la gamme des jeux de rôle de Donjons Dragons. Et je reconnais dans l'iconographie, il y a des trucs qui ressemblent, qui sont qui sont les mêmes utilisés pour le jeu de rôle. Donc voilà, tout simplement des cartes où, si tu veux faire une illustration avec des figurines de ton jeu de rôle, eh ben, ils proposaient différents environnements. Tu avais les châteaux, les ruines, les machins, les bidules, et puis tu agences tes tuiles, et puis ça donne un environnement, quoi. Et en même temps, elles sont, avec ces formes de puzzle, elles sont complètement compatibles avec les cartes et les tuiles des jeux de plateau, Donjons Dragons, Ravenloft, Chardonnay, etc. Elles sont complètement compatibles et elles valent. Ça, c'est par exemple ces deux tuiles de Ravenloft, ça. Voilà. Donc, elles sont utilisables aussi éventuellement pour compléter, pourquoi pas, les jeux de plateau. Ce que j'ai fait, notamment, c'est peut-être que dans les campagnes de Ravenloft là, que je fais avec les copains, il y a des scénarios où j'utilise ce genre de tuiles. Et d'ailleurs, la connexion entre les deux jeux est encore plus forte, puisque accompagné de chaque figurine existait aussi à disposition donc une carte de monstre. Donc chaque figurine avait sa carte de monstre pour pouvoir intégrer dans Castle Ravenloft, les jeux de Dotris, etc., pour étoffer les propositions de créatures aussi, quoi. Même si elles sont pas très originales, on va dire, c'est très simple, je trouve, moi, elles sont pas trop foulées sur les tactiques des monstres, au moins ça met de la diversité, et ça peut être sympa quand même, quoi. Donc voilà, tout un tas de tuiles. De mémoire, il doit avoir deux grandes tuiles comme ça, et deux petites tuiles comme ça. Et chaque boîte vient avec deux grandes tuiles et deux petites tuiles, ce qui fait quand même du coup de quoi faire un énorme donjon. Voilà.
elles sont affiliées quand même à chaque espèce, chaque race, puisque on va y voir des choses qui peuvent intéresser plutôt certaines races. Par exemple, il y a des races qui vont jouer sur les pièges, donc sur les endroits comme ça qui sont dangereux. Ça, c'est les endroits où on voit des petites étoiles là. Si on va là-dessus, on se prend des dégâts par exemple. Et voilà. Donc ça, c'est un petit tour rapide du matériel. Je passe pas tout, hein, c'est pas là le but non plus. Après, je vais pouvoir vous parler un peu du principe, comment ça fonctionne et pourquoi j'aime bien ce jeu. Donc on va prendre le temps juste de placer 2-3 tuiles, quelques figurines, et puis je vais vous expliquer rapidement comment ça se joue. Alors, donc, pour l'exemple, j'ai pris deux factions. J'ai pris d'un côté les morts-vivants et de l'autre les elfes noirs. Voilà, j'ai mis une petite carte en place. Et pour donc commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne, on va se pencher sur les fiches de leader. Donc, d'un côté, les morts-vivants sont dirigés par un nécromancien. Et on voit qu'il y a plusieurs choses intéressantes à regarder. D'abord, on a un pouvoir qui est lié à ce leader. Une main de créature, une main de carte ordre. Ça, c'est la main de départ, starting, end. Et de l'autre côté, on a deux grilles qui sont importantes. La grille de morale et la grille de leadership. Alors, la grille de morale, il y a un score de démarrage. Lui, il commence avec un score de 12. Et le moral, c'est, on va dire, l'équivalent des points de vie de sa troupe. C'est-à-dire que dès que le moral est réduit à 0, on a perdu. Voilà, c'est l'équivalent des points de vie du groupe. Et donc, on en perd comment? Eh bien, dès qu'une créature, une de ces créatures est détruite, eh bien, ça affecte le moral de l'ensemble de la faction. Et donc, on perd autant de points que le niveau de la créature. Donc plus on perd une créature puissante, et plus ça va affecter le moral du groupe. Et le leadership, c'est le nombre de niveaux de créatures qu'on a le droit d'avoir en jeu à un temps T. Donc lui, il commence avec 6. Donc il peut avoir sur le début de la partie 6 niveaux de créatures en jeu. On regardera après les cartes de créatures pour voir à quoi ça correspond. Le leadership, il augmente de 1 au début de chaque phase de déploiement. Donc plus ça va aller et plus on va avoir possibilité de rajouter des créatures. Ça peut être lent, hein, un par un, mais c'est comme ça. Et le moral, on a possibilité d'en gagner. On peut en gagner à partir du moment où on loot des trésors. Donc de temps en temps, là il y a des coffres qui traînent. Et si on prend le temps de fouiller dedans et de récupérer des ressources, ça remet le moral à nos troupes. Avec, à côté de ça c'est les mécaniques de base, et après il y a tout un tas de cartes ordre pour chaque faction, et certaines factions vont avoir peut-être des possibilités de regagner du moral dans certaines situations, mais ça après, on va dire, c'est des règles spécifiques. Voilà, le moral c'est les points de vie du groupe, le leadership c'est le nombre de niveaux qu'on peut avoir en jeu. Le nombre de créatures en main, le nombre d'ordres on l'a dit, et le petit pouvoir. Lui, son pouvoir, c'est qu'il gagne justement un point de leadership à chaque fois qu'une créature ennemie est détruite. Donc voilà, il va avoir tout intérêt à essayer de détruire pour pouvoir rajouter plus vite que l'autre des créatures et du coup avoir l'ascendant au niveau de la puissance des monstres qu'il a en jeu. Par exemple. Du côté de l'elfe noir, donc elle a le pouvoir de mur de toile d'araignée. Donc grâce à ce pouvoir, toutes les araignées et tous les draws de sa faction, c'est-à-dire 80% des figurines a priori, ont plus 2 à la vitesse. Donc elle va être très rapide. C'est très intéressant, notamment, pourquoi pas, pour aller looter les trésors, des trucs comme ça. C'est un pouvoir qui est plutôt balèze. On est toujours à portée des draws quoi, avec ce pouvoir-là, ce qui est très compliqué. Elle a 4 cartes créatures en main et 5 cartes ordre. Et sinon,
elle commence avec 13 de morale, donc elle a un petit peu plus de morale que le nécromancien, et avec 7 de leadership, pareil, un point de plus que le nécromancien. Voilà. Donc, quand on commence, la première chose qu'on fait, c'est mettre en place la map. Bon là, c'est pas une map officielle, hein. Là j'ai mis ça comme ça vite fait, c'est juste pour montrer. Donc on choisit une carte d'un leader, on le place en face de nous, on mélange les cartes, blablabla, et on va piocher un nombre, le nombre demandé par la fiche. Donc ce sont bien les créatures mort-vivantes. Voilà, pour le nécromancien, on pioche 3 cartes créatures. Hop, donc 1, 2 et 3. Toc. Et 3 cartes ordre. Donc là, c'est le deck qui est là. Zou, 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 zou. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne, la mécanique du jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque carte, bien sûr. Et puis, c'est un jeu qui se joue à 2, même si j'avais commencé à mettre en place une variante solo. C'est quand même un jeu qui se joue à 2, qui est de plus en plus intéressant. À 2, 3 ou 4, on va dire. De l'autre côté, donc, Alysandra Malistros, l'elfe noir, elle va piocher 4 cartes monstres. 1, 2, 3, 4. Et 5 cartes ordre. Pas mal. Elle a plus de... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle surclasse à tout niveau le nécromancien. Alors, je pense qu'il doit y avoir un équilibrage qui se fait après au niveau des créatures. Peut-être que les créatures mort-vivantes sont plus puissantes. Bon, a priori, c'est relativement bien équilibré. En tout cas, dans les tests que j'ai pu faire, les différentes parties que j'ai pu faire, relativement bien équilibré. C'est quand même pas évident de gagner avec les morts-vivants. Les elfes noirs, ça cartonne bien par contre. Donc, bon, je sais pas. Bon. Alors, il faudrait s'enseigner plus avant pour voir ce que d'autres personnes pensent justement de l'équilibrage du jeu. Alors, donc 5 cartes ordre. Voilà. Alors, on va dire que, paf, c'est les morts-vivants qui commencent par un tirage au sort. Donc, toujours dans la phase de setup, on a la possibilité donc de déployer un certain nombre de créatures dans son aire de démarrage. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, il y a une aire de start. C'est là qu'on place les créatures. Donc voyons ce qu'elle a tiré. Parmi les créatures qu'elle a tirées, elle a 3 créatures, là, enfin le nécromancien. Donc il a tiré un guerrier squelette, une dracoliche et un esprit hypnotique. Donc on peut faire un petit focus sur les cartes. Donc on voit quoi? On voit d'abord en haut à gauche le niveau de la créature. Donc c'est le guerrier squelette est niveau 2. On voit ses points de vie, 50. On voit alors des mots-clés qui sont importants. Hein. Donc c'est un humanoïde mort-vivant et squelette. Certaines cartes vont agir là-dessus. On va avoir ses caractéristiques principales. Donc ses caractéristiques type Donjon Dragon. Donc lui c'est un monstre de constitution. Donc on va pouvoir lui appliquer des pouvoirs, des cartes de pouvoir liées à la constitution. On va y revenir plus tard. Et après on a les dégâts qu'il inflige. Donc c'est une épée avec un numéro à côté, 20. Donc c'est une attaque de corps à corps qui fait 20 dégâts. Et en dessous, on a l'icône du deck, donc ça c'est l'icône des morts vivants. La vitesse 6. Et la petite photo de la figurine, pour être sûr de ne pas se tromper. Alors, avant de rentrer dans l'histoire des règles du jeu, déjà les cartes. Pour l'époque des cartes de Ravenloft, Archardalon, etc., waouh, ça change. Elles sont vachement mieux, quoi. Et je ne comprends pas qu'ils ne soient pas partis sur des cartes de ce type-là, sur Ravenloft et compagnie, quoi. Les cartes de ces jeux Ravenloft, là, elles sont quand même pas terribles, pas très colorées, etc. Là, tout de suite, c'est bon, on a une illustration. Voilà, c'est peut-être pas génialissime, mais c'est déjà 10 ou 15 fois mieux que les cartes du même jeu qui est sorti dans les mêmes années, quoi. Bon, bref.
Euh, donc, alors oui, précision importante, c'est un jeu qui se joue sans dés. Aucun dé, pas de dé de 20, pas de dé de 6, rien. Hein. Donc, c'est quand même un jeu où il y a du hasard, mais le hasard ne se trouve pas dans l'application des cartes de monstres. Quoi. Le hasard, ça va être surtout les cartes de commande, les cartes de pouvoir. Donc le squelette, on peut passer sur un monstre un tout petit peu plus costaud, donc le spirit, l'esprit hypnotique, niveau 3, 40 points de vie, Undead Spirit, et sa caractéristique principale c'est charisme. Elle fait 20 dégâts aussi au corps à corps. Elle a des pouvoirs supplémentaires. Elle a le pouvoir de phase. Elle peut passer au travers des murs. Et elle... voilà. Elle peut je ne rentre pas dans le détail. Elle peut, disons, passer au travers des murs. Et par contre, elle ne peut pas finir son déplacement sur un mur. Bon, voilà, elle est obligée de sortir du mur. Mais elle peut se déplacer assez facilement, comme elle veut. Et elle est insubstantielle, donc on peut utiliser son pouvoir. On voit qu'il y a un petit icône de flèche, donc c'est taper, quoi. Stunk. Si on tape la créature, elle prévient tous les dommages provenant d'une source. Voilà, elle est à côté d'un énorme machin qui lui met 60 points de dégâts. Elle fait « non, je suis insubstantiel, tu me le feras pas ». Par contre, elle le fait qu'une fois qu'elle est tapée. Alors là, en fait, on voit dans ce jeu vraiment l'alliance des jeux Wizard of the Coast, de l'esprit Wizard of the Coast, et l'univers de Donjons Dragons. Et je trouve que c'est un mariage qui a très bien fonctionné. C'est en effet un jeu de figurines, mais c'est aussi un jeu de cartes. Et on y voit, enfin, moi j'y vois vachement de liens à Magic, tout simplement. Dans l'histoire de taper les cartes, les pouvoirs, on va avoir comme chose qui est tirée de Magic le fait d'avoir des cartes qui vont interrompre les actions des autres. Et puis se dire, voilà, il y a un ordre d'action, on empile les cartes, quoi. Si tu m'as fait ça, bah ça, du coup, ça se fait pas, etc. C'est très Magic, ça aussi, quoi. Hop, je fais cette carte-là, donc quoi, ta créature est morte, donc elle peut pas me faire tel pouvoir, etc. Donc, de manière assez simple hein, et assez intuitive, mais il y a ce principe-là, avec des actions qui sont principales et puis des actions qui vont interrompre, quoi, qui vont être plus rapides que d'autres. Et puis, quand on a la possibilité de construire des decks, en tout cas, il donne des règles, entre guillemets, pour faire ça. C'est-à-dire que si on récupère plusieurs paquets de morts-vivants, par exemple, ou d'autres, ou on peut puiser dans les autres paquets des autres boîtes, on peut se constituer, on a le droit de se constituer un deck de pouvoir, et donc essayer d'orienter son deck de pouvoir, d'ordre, voilà, dans différentes tactiques, voilà, vers des tactiques différentes, pardon. Et donc quelque chose de très magique, on n'a pas le droit de mettre plus de 4 fois la même carte. Voilà, ça c'est très magique aussi, quoi. Donc le jeu en soi, déjà les decks fonctionnent bien comme ça. Moi je me suis jamais amusé à construire des decks, etc. Parce que j'avais pas envie non plus de... Enfin, je trouve qu'il fonctionne très bien comme ça, mais c'est une évolution possible, quoi. Si vraiment on est à fond dans le jeu, on peut aller plus loin et s'amuser à construire ses decks, quoi. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus sur le lien très fort qu'il y a entre l'esprit Wizard of the Coast, l'esprit jeu de cartes, et puis l'esprit Donjon Dragon, avec un respect assez fort des créatures, de leurs pouvoirs, de leurs capacités, et du coup de l'ambiance que ça va créer sur le plateau de jeu. Voilà. Donc pas de dés. Pas de dés, et on voit que les dégâts en fait se font par dizaines. Donc là c'est un peu un leurre, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas. C'est toujours par 10, quoi. Donc en gros, elle va pouvoir encaisser 40 dégâts, mais par exemple, elle fait 20 dégâts, donc elle pourrait encaisser 2 attaques à 20, quoi. Voilà. Et ça, c'est le gros monstre de la boîte des morts vivants, c'est une Dracoliche, niveau 6, 110 points de vie, Evil, Dragon, Undead, et donc ses caractéristiques, c'est intelligence et charisme. Donc elle va pouvoir utiliser des cartes de pouvoir, d'intelligence et de charisme. 20 d'attaque à distance,
Ça doit être 20, oui, et entre parenthèses, je trouve que c'est la portée. Donc il tire à 5 cases, qui souffle, et au corps à corps, il fait 30 dégâts. Après, ses pouvoirs, c'est qu'il vole. Donc vol, c'est-à-dire qu'il va passer par-dessus les créatures, par-dessus les obstacles, les genres de choses. Et sinon, il a un pouvoir de souffle d'éclair. Donc, pareil, on l'engage. C'est une action standard. Comme une action standard, il peut faire 3 attaques à portée. Donc sur 3 cibles différentes. Chaque attaque doit être sur une créature différente. Donc voilà, il peut faire une grosse attaque, il fait ça, il s'engage et il fait... Il envoie 3 éclairs à 5 de portée, quoi. Voilà. Ça, c'est une action possible pour lui. Voilà, donc il a droit à 6 niveaux. Donc on peut très bien dire, voilà, moi je vais placer direct un gros costaud. Voilà, imaginons qu'il choisit cette tactique-là. Voilà, moi en positionnement des départs, j'utilise directement une Dracoliche. Donc je prends la figurine de la Dracoliche et paf, je la place où je veux dans ma zone de départ. Voilà. Et je reviens à mon max de créatures, de créatures. Donc je reviens à 3, donc je pioche une autre créature. Et là j'ai un squelette gardien de tombe à 4 bras. C'est là. Voilà. L'autre côté, là on a un draw assassin, on a un Drider, niveau 4, un Humber Hulk, niveau 5, donc c'est pareil, c'est un peu le gros monstre du truc, et des gardes draw House Guard, niveau 2. Donc elle a 7 niveaux, donc elle peut très bien s'amuser par exemple à faire, allez moi j'invoque direct l'Humber Hulk, l'ombre des roches, paf, et un Draw House Guard. Donc les cartons les met devant soi, comme ça. Et donc on va pouvoir y mettre des tokens de dégâts s'il y a besoin et tout ça, quoi. Et comme elles sont liées directement à la figurine, bon voilà, c'est clair, quoi. On peut pas trop confondre. Et donc il place un draw par exemple. Voilà, ça c'est la phase de déploiement, de déploiement du début. Après, pareil, elle revient à 5 cartes, non à 4 cartes de créatures. Elles sont là, pardon. Ch'touk. Voilà. Donc là, il y a différentes créatures. Je ne viens pas dans le détail, hein. On va plutôt voir comment ça fonctionne après concrètement, quoi. Et donc là, après, c'est le jeu qui démarre. Alors là, j'ai des petits marqueurs pour le leadership, pour le moral. Paf. Qui sont bien, qui sont assez lourds, qui ne se déplacent pas. Bon, évidemment, c'est pareil, c'est comme tout, hein. Si tu mets un gros coup dedans. Mais a priori, jamais de soucis avec cela. Je trouve qu'ils tiennent bien sur la petite fiche cartonnée. Et donc, c'est la première faction qui a été tirée au sort pour être la première qui démarre. Et une séquence de jeu, ça commence par une phase de rafraîchissement. Rafraîchissement, en fait, on résout tous les effets de début de tour, s'il y en a. On détape toutes les créatures qui ont joué au tour précédent. Hein, donc là, c'est très magique aussi. Une fois que j'ai tapé, ben voilà, en gros, elle peut plus défendre, elle peut plus, je sais pas quoi. Donc on la détape. Et surtout, le plus important, surtout au début, c'est qu'on pioche une carte ordre. Donc on se remet, on gonfle sa main de carte ordre. Alors voyons un peu ces cartes ordre de plus près, si vous voulez bien. Alors, évidemment, il y en a de différents types. Ben, je crois que je les ai tous là. On a des cartes standards. Là, c'est écrit en dessous. Je ne sais pas si ça se voit d'ici. Des cartes mineures et des cartes immédiates. Donc, immédiat, c'est justement ce qui permet de jouer contre l'adversaire. Voilà, on joue un immédiat pour contrer une action de l'adversaire. Standard, ça coûte une action standard de
de créatures. Alors, une créature, quand elle va jouer, elle va avoir une action standard et généralement un mouvement, il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, un mouvement et une action standard. Donc, son action standard, ça peut être son attaque de base, ou éventuellement son attaque spéciale s'il y en a une, ou éventuellement une carte. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer toutes les cartes sur toutes les créatures? Non, pas forcément. Cette créature-là, elle est niveau 6, il lui faut intelligence et charisme. Là, par exemple, j'ai une carte qui est niveau 1 et qui est Any, c'est-à-dire qu'elle peut être jouée avec n'importe quel type de caractéristique. Donc celle-là, c'est vraiment une classique que tu peux jouer de n'importe où. Elle est simple. Elle demande quand même des morts vivants. Je ne peux pas la jouer sur un autre type de créature. Voilà. Bon, a priori, dans le deck mort-vivant, il n'y a que des morts-vivants. Mais c'est précisé, sans doute pour pouvoir justement créer ces paquets d'une autre façon, peut-être faire des combinaisons, je ne sais pas, il y a peut-être moyen de combiner, d'avoir une moitié de faction mort-vivant, une moitié de faction gobelin, ou je ne sais pas, après on peut s'amuser. Hein. Donc, cette carte-là, par exemple, qui s'appelle Relentless Advance, c'est une mineure. Mineure, ça veut dire qu'elle ne coûte pas d'action à la créature. Je peux jouer autant de mineurs que je veux sur une carte. Par exemple, sur ma Dracolich, je peux jouer 4 mineurs si je veux. Quoi. Par contre, il faut qu'elle puisse s'appliquer. Niveau 1, pas de souci. Par contre, la caractéristique demandée, c'est Constitution. Est-ce que la Dracolich a Constitution? Non. Elle a Intelligence et Charisme. Donc je ne peux pas utiliser ce pouvoir-là sur elle. Ce serait bon par contre sur un mort-vivant classique, type squelette. Alors, les squelettes, c'est vraiment des monstres de constitution. Donc cette carte-là, c'est fait pour ce type de créature-là. Qu'est-ce que ça fait? Relentless Advance, eh ben, cette créature, elle prend 10 dégâts pour se déplacer de 5 cases. Voilà, elle s'arrache et du coup elle perd des bouts. Quoi. Ça me fait penser aux morts-vivants de Gloomhaven qui font ça. Donc voilà. Donc on a besoin à un moment d'être mieux placé sur le terrain. Mais, allez, je joue celle-là, je peux l'appliquer sur mon truc. D'accord, il prend 10 dégâts, mais je le place mieux. Voilà, c'est un choix. Quoi. Une fois de plus, c'est un choix tactique. Et il y a toute une batterie de pouvoirs et de choses différentes dans les cartes ordre. Il y a des cartes qui vont rester, des permanents. Je ne sais pas si j'en ai ici. J'en ai là-dedans, ça c'est sûr. Je regarde vite fait. Ça, attaché, tac. Alors là, j'ai épée courte magique, par exemple. Épée courte magique, c'est niveau 1 Any, c'est-à-dire qu'a priori, tu peux la mettre, enfin, c'est sûr, tu peux la mettre sur n'importe qui, parce que ne peut pas être en dessous de niveau 1, et toutes les caractéristiques sont incluses. Donc, voilà, par contre, ça demande un humanoïde. Je peux pas le mettre sur mon Dracolich, parce que lui, il est Evil Dragon Undead. D'accord. Par contre, je peux le mettre très bien sur mon squelette tombe. Il peut très bien, le tombe guardian squelettal, là, il peut très bien avoir une épée magique. Donc, je l'attache, ça s'attache à la carte. Donc, elle se met en dessous. Et là, on a le pouvoir en gris, là, qui se rajoute. Donc, c'est bien, c'est pratique. Tac, une fois que c'est là, on a juste à regarder le petit pouvoir que ça rajoute. Ça, notamment, ça dit que les dégâts provoqués par l'attaque de mêlée de cette créature ne peuvent pas être réduit, ne peut pas être empêché. Donc ça c'est les dégâts automatiques, ça c'est balèze. Hein. Alors il fait 20 dégâts, donc lui à chaque fois qu'il fait ses 20 dégâts, voire plus si son pouvoir dit qu'il peut attaquer sur plusieurs créatures autour de lui, mais à chaque fois, bam bam bam, c'est des dégâts qui ne vont pas pouvoir être prévenus. C'est un petit pouvoir là, tout bête, hein, niveau 1, mais bien placé, à un bon moment, ça peut être pas mal. Donc après, bah voilà, il faut s'amuser à découvrir son deck, découvrir le jeu. Alors, je pense dans un premier temps, quand on joue, c'est bien de justement de jeter un petit coup d'œil sur tout ce qu'on peut avoir et regarder un peu les combinaisons qui existent. Après, ça se fait dans le jeu. Alors c'est là où il y a la part de hasard, évidemment, puisque on va pas forcément utiliser toutes les cartes dans une partie. Hein. Donc, on va devoir un peu s'adapter à ce qu'on a en main, à la situation, et donc c'est ce qui fait qu'on peut quand même assez rapidement rentrer dans le jeu. On n'est pas obligé non plus de connaître son deck par cœur, quoi. Hein, surtout pas. Après, on peut s'amuser à le faire, hein, mais
Je pense que c'est quand même bien de jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a certaines cartes qui sont très spécifiques. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de les garder ou pas? Alors, je sais plus si on a une main limite de cartes ordre. Je crois pas en fait. De mémoire, je crois pas. Mais voilà, on peut très bien attendre désespérément une carte qui va pas venir parce qu'elle est trop rare et puis elle est très situationnelle. Faut voir quoi. Euh, donc, du coup, voilà comment fonctionne l'interaction entre carte ordre et carte monstre. Donc, je reviens sur mon exemple de partie là. Alors, toc, j'ai ma Dracoliche. Je sais plus ce que j'avais comme carte ordre du coup. Ah si, elles sont là. J'ai ma Dracoliche, c'est tout, j'ai que ma Dracoliche. Et puis j'avais avancé, Warning Shot et Corrosive Blood. Donc là déjà, la seule carte que je vais pouvoir et j'ai Death Grip aussi. La seule carte a priori que je pourrais jouer sur lui, c'est Warning Shout, charisme. Voilà. C'est un immédiat, donc je peux le faire pendant le tour de l'adversaire. Je choisis une créature alliée à portée de vue de la personne, du monstre qui va utiliser le sort. Et je préviens 30 dégâts pour cette créature. Hein, il prévient quelqu'un, quoi. Il fait attention! Un allié à portée de vue va prévenir 30 dégâts. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Donc, pas intéressant pour le moment vu qu'il est seul. Bon, après, c'est ce que j'ai en main. Donc j'ai 4 cartes. Ça c'était la carte de rafraîchissement. Hein. On rappelle, rafraîchissement, on détape les créatures et on va piocher une carte ordre qui vont étoffer les possibilités qu'on va avoir dans le jeu de faire des choses un peu spéciales. Quoi. Après on active. Quand on active toutes nos créatures. Une par une et dans l'ordre qu'on souhaite. Donc par exemple là je vais activer mon dragon. Mon dragon il est un peu impétueux. Il vole et tout ça, c'est un gros balèze. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, il se déplace de 6. 6, il va là. Et donc, il va pouvoir, comme action, il pourra attaquer, éventuellement. Alors peut-être qu'on va le faire attaquer. Hein. Peut-être qu'on va le faire attaquer. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5 cases du draw. 5 cases du draw. Donc, il peut très bien, comme action standard de base, 1, 2, 3, 4, 5. Ah d'ailleurs il a les deux là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Alors il y a des lignes de vue, il y a des systèmes de lignes de vue qui sont pas mal je trouve. Pas trop compliqués. Il me semble que on prend un coin de case et il faut qu'on puisse voir 2 coins de case d'une créature. Voilà. 1 pour 2, je crois que c'est ça le truc. Et il faut que les lignes ne passent pas par les murs, etc. J'ai jamais eu de souci avec les lignes de vue dans ce jeu-là. Hein. C'est assez clair. Donc, paf, paf, on dit qu'il attaque là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il utilise son pouvoir de Lightning Breath. Il s'engage tout simplement. Et bam, il fait les dégâts. Il fait donc potentiellement 20 dégâts à chacune des créatures. Maintenant, je regarde ce qu'a mon draw en main pour pouvoir éventuellement peut-être résister. Eh ben ouais, j'ai un truc qui est rigolo. Pari. Donc, il faut dextérité pour faire pari, et c'est un de niveau 2. Pas de souci, c'est un truc vraiment pour mon draw, là. Hein. Il est niveau 2, il a dextérité. Donc l'elfe noir, là, il va parer, il va sans doute sauter sur le côté pour éviter 10 points de dégâts, donc c'est pas énorme, hein, d'une source. Donc la source, c'est lui, 10 points de dégâts. Donc au lieu de s'en prendre 20, il s'en prend 10. Donc je lui mets 10 dégâts dessus. Et l'ombre des roches, par contre, elle a rien de... J'ai pas de carte pour lui. Donc stock. Alors je ne sais plus, mais peut-être bien que il peut s'engager, il doit s'engager pour jouer une carte, je sais plus. Ah oui, un truc qui est intéressant aussi. C'est que si on... Alors, si la ligne de vue n'est pas complète, la créature en fait peut se cacher et ne pas être attaquée.
Donc là, c'est pas le cas, il est en terrain complètement découvert. Mais il y a des situations où il va être un peu planqué. Dans ce cas-là, il peut très bien dire, hop, je m'engage, et du coup, je me planque et je prends pas les dégâts, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. Il faudrait que je repotasse un petit peu. Ça fait bien un an passé, peut-être 2 ans que j'ai pas joué. Alors. Mais il y a un truc dans ce goût-là, quoi. Et voilà, donc là, il a joué une carte, blablabli. On va dire que ça l'engage. Et donc lui, il a terminé. Hein, il a plus de monstres à jouer. Donc, du coup, il le passe à la phase suivante, qui s'appelle la phase de déploiement. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va augmenter son leadership de 1. Et après, il a le droit, éventuellement, de placer des nouvelles créatures. Sauf qu'il a déjà une créature de niveau 6. Il lui faudra une créature de niveau 1 pour mettre en jeu. Et donc on arrive à la dernière phase, qui est la phase de nettoyage. La phase de nettoyage, on enlève tous les effets en cours et on détape toutes nos créatures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la différence avec Magic, pour ceux qui connaissaient Magic. À Magic, quand on attaque avec une créature, elle ne peut plus défendre, hein. Rappelez-vous. Là, dans ce jeu-là, on a le droit d'attaquer, on se détape et on pourra défendre une fois. Voilà. Donc il défausse, enfin il détape les créatures et il remonte sa main de monstre à sa taille habituelle. Donc là il avait que 2 cartes en main, donc il a le droit d'en piocher une 3e. Voilà. Donc ça donne une possibilité supplémentaire de jouer. Là c'est un vampire qui est là, avec ses propres pouvoirs, etc. Voilà. Et donc là, ça termine le tour du mort-vivant. Et on passe donc du coup au tour de l'elfe noir. Donc l'elfe noir, on passe d'abord par une phase de rafraîchissement. Donc on va détaper son garde. S'il y a des effets, des machins à régler, on le fait. Et on va tirer une carte ordre. Toc. Alors celle-là, évidemment, elle est jouée, elle est dans la défausse. Il n'aura plus accès à cette carte-là. Hein. C'est finish. Alors ça, c'est les cartes créatures. Et les cartes ordre, elles sont là, je crois. Ouais. Donc là, je rajoute une carte ordre supplémentaire. Et donc, on passe à la phase d'activation. Donc, je peux activer mes 2 créatures, le garde et l'Amber Hulk. Alors, le garde, évidemment, s'il commence à attaquer une liche, il ne va pas durer très longtemps. Mais en même temps, il est un peu là pour ça. Sachant que lui, les gardes draw, ils ont 10 dégâts à distance. Donc il peut très bien faire 1, 2, 3, 4, 5, bim, lui envoyer un petit dégât dans la face, et après bouger et aller ailleurs, par exemple. Alors, chose intéressante à savoir, c'est que quand les créatures sont en corps à corps, leur mouvement est réduit à 0. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est engagé, on ne peut plus naturellement sortir du combat. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Sauf si on a un pouvoir spécial de mouvement qui s'appelle Shift. Quand on fait un mouvement en Shift, on peut se sortir d'une zone d'engagement de créature. Donc on va la faire tirer, tout simplement. Donc il va tirer, il met 10 dégâts, il n'y a pas de dé, hein. C'est direct, paf, je mets 10 dégâts, à moins que l'autre ait des cartes pour dire ah non, moi je pars tel truc, etc. Donc il prend ses 10 dégâts, et puis on va dire qu'il bouge. Et il va essayer de se planquer peut-être, donc il va aller 1, 2, 3, il va se mettre dans un coin où la liche n'aura pas de ligne de vue directe sur lui, par exemple. Et lui donc il a joué, donc je l'engage, basta. Et l'Amber Hulk, eh ben, il va jouer aussi. Donc l'Amber Hulk, lui, il a différents pouvoirs. Il peut choisir un ennemi qui est à 5 cases de lui et l'attirer de 3 cases. Et dans la foulée, faire une attaque de mêlée. Voilà, c'est le pouvoir hypnotique de l'Amber Hulk. Sinon, il se déplace de 6, donc il peut aussi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam. Et là, on a un combat de titans entre les 2 créatures. Et là, il lui fait une attaque de corps à corps de 30. Boum. Et éventuellement, je regarde ce que je peux faire de plus. Et là, par exemple, je vais faire un sacrifice. Sacrifice, c'est 1 eni, donc pas de souci. Je discarde une carte ordre. Donc je vais défausser par exemple un web.
Web, il faut de l'intelligence, et j'ai aucune créature qui a de l'intelligence. Donc pour l'instant, elle ne sert pas. Je préfère la bazarder. Et en échange, j'ai plus 30 de dégâts. Bam, sacrifice. C'est gros truc ça. Donc là, du coup, je mets 60 points à la liche, là, qui est venu faire son fiero, là, en disant ouais, je suis une liche, je suis hyper puissant, machin et tout. Ben là, paf, il est déjà à 70 dégâts sur 110, par exemple. Donc il y a certaines cartes qui sont, je vous ai dit, dédiées à certaines figurines, quoi. Par exemple, ça, c'est les cartes de sagesse, ça va être plutôt les prêtresses elfes noires. Donc quand on l'a en main, on espère avoir bientôt la prêtresse pour pouvoir jouer des cartes. Voilà. Celle-là, par exemple, elle permet de piocher ses plans machiavéliques ou tout ce que vous voulez. Et du coup, on pioche 2 cartes ordre avec celle-là. C'est pas mal. Mais il faut être au moins niveau 2 et avoir sagesse. Voilà, donc une fois qu'il a activé ces 2 créatures, là, paf, 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 il est là, il passe à la phase de déploiement, donc il redresse ça, hop, il monte d'un cran son leadership, donc là je suis à 8, j'ai 5 et 2, 7 niveaux, je peux avoir un niveau de plus, quoi, seulement. Donc a priori, lui non plus, il ne va pas pouvoir acheter de cartes. Et à la phase de clean-up, enfin je ne l'ai pas fait au bon moment, mais à la phase de clean-up, il détape ses créatures, et paf, on passe à la phase du suivant, etc., etc., etc. Sachant que là c'est une toute petite carte, hein. Normalement, les créatures ne sont pas en contact tout de suite, et on peut voilà, sortir telle ou telle créature, faire ses choix, et les pouvoirs des uns et des autres combinés avec les cartes ordre donnent vraiment un effet des capacités que peuvent avoir ces créatures dans l'univers Donjons et Dragons, et ça fonctionne très très bien. J'aurais pu choisir de ne pas attaquer, hein, et à la place d'ouvrir le coffre. Si j'ouvre le coffre, je retourne. Donc il y a des coffres 1, des coffres 2, des coffres 3. Donc dans celui-là, il y a 3 trésors. Hop. Ch'tic. Donc là, il y a 3 trésors sur cette case-là. Et je peux très bien... Alors, je crois quand on passe dessus, on le découvre. Par contre, looter un des coffres, ça prend une action, il me semble. Ça prend une action. Donc si je fais ça, hop, je prends le trésor. Et la conséquence directe, c'est que ça augmente le moral de 1. Voilà pour les trésors. Après, il y a des terrains, hein, il y a des qualités de terrain difficiles ou pas. Donc les triangles, c'est les terrains difficiles. Donc pour ceux qui ne volent pas, il faut 2 points pour aller dessus. Et il y a des terrains, j'ai montré tout à l'heure aussi, des terrains de dégâts. Donc quand on va dessus, on prend 1 dégât. Voilà. Alors, évidemment là, je vais très très vite, hein, l'idée c'est pas de tout montrer. Mais ça fonctionne très bien. Franchement, c'est vraiment très plaisant à jouer. Le jeu a une qualité esthétique qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on a directement des figurines qui sont peintes. On a un environnement qui est plutôt joli. C'est-à-dire qu'elles sont bien plus jolies que les tuiles de Ravenloft, par exemple. Et puis, on a un système de jeu qui fonctionne très bien. Avec ce qu'il faut de hasard, pas trop. On s'encombre pas trop avec des jets de dés, etc. Du coup, c'est assez intuitif, c'est assez rapide. On perd pas trop de temps. Ça se joue assez vite. Alors, plus on connaît le jeu, évidemment, et plus on joue vite. Et il y a des renversements de situation. Et les decks d'ordre sont suffisamment variés dans ce qu'ils proposent pour que ça soit renouvelé et qu'on puisse appliquer différentes tactiques, voilà. Et alors après, on va dire, il y a des familles qui sont plus ou moins. Alors, par exemple, ça, c'est un deck plutôt constitution, les morts vivants, mais les orques, ça va être un deck de force plutôt. Eux, ils vont être basés sur la force. Alors, voilà, c'est une autre façon de jouer. Et ils sont très 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 costauds là, les orques. Les humains, eux, ça va être beaucoup sur l'interaction entre les héros, ils vont beaucoup s'entraider, il y a un prêtre qui va guérir les autres, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et eux-mêmes, quand même, les humains, là, ils ont quand même un dragon de bronze, voilà, pas déconner, avec eux, potentiellement, et ils ont un élémental de pierre, voilà. Donc ils ont quand même un peu de répondant au niveau gros costaud, ce qui est sympa, du coup, quoi. C'est-à-dire qu'on a des héros, on va dire, un peu pas des héros de niveau 2, quoi. On a des trucs un peu costauds, quoi. Et voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Presque. Il y a des points de règle, évidemment, là, que je ne vais pas aborder là, parce que ce ne sera pas intéressant.
qui apportent de la subtilité dans le jeu. C'est du soutien, par exemple, certaines créatures peuvent soutenir les autres, les aider à attaquer telle ou telle, ou les aider à prendre telle ou telle carte plus puissante parce qu'ils sont pas assez costauds. On peut combiner les niveaux de créatures, par exemple, pour pouvoir bénéficier d'une carte qui demandait d'un niveau plus fort, enfin ce genre de choses, qui sont deux, trois petites règles pas très compliquées à assimiler et qui amènent de la subtilité dans le jeu en plus. Voilà, je voulais faire un petit panel comme ça du jeu, un petit tour. Je serais ravi de pouvoir rejouer à ce jeu-là. Alors ça m'arrive de le sortir, mais le groupe avec lequel je jouais à ce jeu, je les vois moins maintenant. Je serais ravi de pouvoir rejouer à ce jeu-là, et je serais ravi de pouvoir d'ailleurs lancer un défi à l'un d'entre vous. Si vous avez une boîte de Dungeon Command chez vous, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous n'avez pas eu trop l'occasion d'y jouer, ou vous avez préféré vous servir simplement des figurines pour agrémenter les jeux Ravenloft et compagnie, eh ben, je vous invite à prendre contact avec moi, et puis on pourrait peut-être se faire une petite initiation et une petite partie ensemble. Si vous avez le jeu et moi aussi, ben, on peut du coup combiner les mêmes cartes et puis jouer à distance. Ça me ferait très plaisir, et puis voilà, je serais content éventuellement, si ça s'y prête, de filmer une partie dans ces cas-là, et puis de montrer à mes abonnés comment fonctionne ce jeu. Et alors j'ai vu que les boîtes se trouvaient relativement facilement. À un moment, il n'y en avait plus. Elles ont été, évidemment, ils ont arrêté la production. Donc les boîtes se sont fait un peu rares, mais je crois qu'on en trouve. Peut-être pas forcément toutes les factions. Il y a des factions plus ou moins rares, mais on en trouve. Et je crois qu'elles sont pas hyper chères. À l'époque, elles étaient vraiment pas chères. Elles étaient à moins de 40 euros, je crois, dans les 35 euros. Et 35 euros, on avait quand même 12 figurines prépeintes et du matériel pour faire une partie. Alors évidemment, avec une boîte, on peut jouer à deux. Hein. C'est fait pour, c'est-à-dire qu'on peut scinder le deck. Il y a des monstres qui sont argentés et d'autres qui sont dorés. Et donc on peut scinder les 12 monstres en deux équipes de 6. Et on peut éventuellement se faire déjà un petit combat en interclan, quoi, sur une carte. Voilà. Bon, ça prend toute sa saveur si on a un adversaire avec un deck complet en face, hein, ça c'est sûr. Mais je crois que les boîtes peuvent se trouver relativement facilement. Enfin, c'est ce que j'ai cru voir. Moi, j'ai pas besoin d'en avoir d'autres, hein, je les ai déjà toutes. Voilà, donc c'était pour vous montrer Dungeon Command, donc un jeu qui a été édité par Wizard of the Coast dans la licence Donjons Dragons, et qui gagne à retrouver un peu de lettre de noblesse, je trouve. En tout cas, j'ai fait quelques jeux de combat tactique comme ça, et voilà, je le place plutôt haut dans mon cœur. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo une fois de plus, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dire ce que vous en pensez, voir si je peux rencontrer un challenger, ou plusieurs d'ailleurs, hein, si ça vous branche. Il suffit juste d'avoir une bonne webcam, tant qu'à faire, c'est aussi simple. Et puis voilà, puis on se prend un temps pour s'organiser ça. Voilà, et bien sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos, pas de soucis. Alors ciao à tout le monde, à bientôt, et puis portez-vous bien. Salut!